Yeah. I think it's quite a good room for sound because it's not too high. Well, we're going to begin, even though there are people still coming in. And first of all, I want to tell you that we do have a complicated program, but there are parallel sessions in that competition. Parce qu'il y a des sessions parallèles dans ce dans ce programme, et même si nous avons 250 malades enregistrés à ce congrès, certains d'entre eux se trouveront dans d'autres sessions parallèles qui vont avoir lieu en même temps. L'une des salles est totalement dédiée à des exercices respiratoires et d'autres exercices spécialement pour les personnes souffrant atteintes de sclérodermie. La première salle lorsqu'on rentre dans la zone des patients et de malades. Et donc, il y a des kinésithérapeutes qui sont disponibles. D'autres sessions parallèles sont assez intéressantes, comme le projet Sclare ID, dont on va parler dans une autre salle parallèle, et les nouvelles recommandations vont également être débattues. Il va y avoir un débat là-dessus. Donc, vérifiez bien les sessions parallèles pour que vous puissiez participer à celles qui vous intéressent. Donc, en ce qui concerne la logistique, j'aimerais vous demander de débrancher vos portables. Débranchez-les vraiment pour qu'il n'y ait pas d'écran qui perturbe d'autres personnes. Si vous avez besoin de faire des appels, vous pouvez sortir de la salle. Avec l'interprétariat, nous avons les cabines d'interprétariat et il va y avoir assez de confusion. On n'a pas besoin des portables en plus. Voilà, merci de débrancher votre portable. Juste pour vous donner une idée du son du portable. Lorsque vous posez des questions, posez-les en anglais s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas le faire en anglais, le président ou l'orateur, l'intervenant, devra écouter la traduction dans ses écouteurs et ensuite répéter la question en anglais, parce que la plupart de l'assistance va écouter en anglais. Il y a eu différents remplacements parce que des personnes sont tombées malades, c'est une surprise, mais les médecins tombent malades également. Donc plusieurs médecins n'ont pas pu venir pour ces raisons et certains ont été remplacés dans le programme qui vous a été distribué, mais d'autres ont dû être remplacés plus tard. Le professeur Hogan va être représenté par exemple à la dernière minute par l'un de ses partenaires, Monsieur Franzen. Le professeur Alves, que vous connaissez certainement ici au Portugal, est également tombé malade et il va être remplacé par Madame Nelita Santos, par le professeur Nelita Santos. Le professeur Santos est chef du département de médecine interne de Coimbra. Il y a également un changement au niveau de la salle des sessions, d'une des salles des sessions parallèles, mais ça va être annoncé, la session sur la médecine dentaire qui va être réalisée totalement en portugais. Et elle va avoir lieu demain en salle 3. C'est une séance en portugais. Il y en aura deux en portugais. Une qui est liée à la nutrition et l'autre sur la médecine dentaire dans des salles parallèles. Mais il va avoir également une brève présentation sur la nutrition qui va être faite en anglais. Le déjeuner pour les malades aura lieu au restaurant, au premier étage. On n'a pas beaucoup de temps, on a juste 1 heure et il y a certainement beaucoup plus de participants que ce qui était prévu. Donc on vous demande d'être assez rapide au niveau du déjeuner. Demain, le congrès termine et sera clos à 13 h et puis vous pouvez ensuite chercher des restaurants parce que demain, on n'offre pas le déjeuner juste pour les personnes qui participent à la réunion de la FESCA. Demain matin, les bus sortiront des hôtels des malades à 8 h 15 et
ils iront les chercher à 13h15 et les ramener à l'hôtel. Aujourd'hui, les bus partent à 16h45. Le dîner pour les malades aura lieu ce soir et ceux qui se sont inscrits à ce dîner pourront à la réception avoir des informations à ce sujet. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au point de vue logistique. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Denton, qui n'a pas besoin de présentation d'ailleurs, surtout pour ceux qui étaient là hier soir. Il est professeur de rhumatologie expérimentale à Londres, où il est également rhumatologue à un hôpital de Londres depuis très longtemps. Je lui passe donc la parole, le professeur Denton. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que je vous parle ici à ce congrès pour malades, destiné aux malades. C'est très important pour ce congrès qu'il y ait toujours une conférence parallèle destinée aux malades. C'est en effet une initiative unique qui est très importante pour les orateurs, parce qu'il y a une interaction avec les malades, mais également pour que les malades puissent avoir un contact avec les professionnels de la santé dans un environnement différent, parce qu'on est tous habitués à l'intimité d'un bureau, mais c'est pas une relation équilibrée. Et j'aime parfois retourner cette situation, parce que normalement je parle avec un malade à chaque fois, je ne suis pas très menacée, je ne me sens pas très menacée, mais en vous voyant tous ici aujourd'hui, je pense que cela nous pose une perspective différente. On m'a attribué une tâche difficile, qui est de vous parler sur ce que l'on sait sur la sclérodermie maintenant, actuellement. Et c'est vrai que dans un congrès, c'est ce que l'on sait maintenant, mais on espère que dans 2-3 jours, on en saura plus. Et donc je fais cela comme une précaution par rapport à ma présentation. Hier soir, j'ai parlé sur les avancées de base de cette science, et il y a des thèmes qui vont être communs aujourd'hui. Mais cette présentation est plus vaste, voir les choses d'une perspective du malade et pas seulement d'une perspective scientifique. Ma présentation va tourner autour de 6 questions auxquelles je vais essayer de répondre en tant que médecin, mais également en tant que malade. C'est le genre de questions que l'on me fait au cabinet. Quelle est la cause de la sclérodermie? Comment elle se développe? Comment est-ce que j'ai attrapé cette maladie? Comment prévoir l'avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver dans 1 an, 5, 10 ans? Quels sont les traitements possibles, quels sont les meilleurs traitements, et ensuite, lorsque les personnes se rendent compte que c'est un grand défi, un enjeu, comment améliorer les traitements, quels sont les succès récents et également les insuccès qui nous permettent d'évoluer. Et donc je vais revenir à ces questions à la fin de ma présentation, mais je vais m'en servir comme un encadrement de cette discussion. Il est important que l'on se rappelle que c'est une maladie d'une famille de maladies. C'est important pour une assistance de ce genre, parce que les malades peuvent avoir différents genres de sclérodermie. On parle d'une maladie qui est un spectre de maladies. Il y a des malades qui ont des formes localisées de sclérodermie, mais ce n'est pas une situation triviale. Elle peut être très grave, surtout dans les maladies qui débutent pendant l'enfance. Et l'un des principaux défis auxquels on doit faire face dans notre clinique. Beaucoup de malades ont des complications graves également. Le phénomène de Raynaud, par exemple, qui est une condition médicale commune. 1 sur 10 personnes qui sont en pleine santé peuvent progresser vers une autre forme de sclérodermie. Mais lorsque ces 2 composantes sont réunies, les dommages vasculaires, le phénomène de Raynaud et la fibrose dermique, on rentre dans un problème plus grave et on a la sclérose systémique avec tous les problèmes qui en adviennent et les problèmes également internes dans les organes internes.
Donc c'est un défi clinique, mais maintenant on sait comment classer les malades et encadrer ces malades dans les familles de maladies. Et c'est un premier pas très important lorsque l'on essaie de gérer nos malades. On comprend maintenant, on en comprend un peu plus sur les mécanismes de la maladie. On sait qu'il s'agit d'une maladie immune, auto-immune, où le système immunitaire normalement essaie de combattre l'infection et les tumeurs. Et lorsque celui-ci est trop actif, et cela amène à des dommages, certains d'entre eux ont lieu dans les vaisseaux sanguins, et cela peut causer des problèmes, surtout au niveau des organes internes. Mais c'est également une opportunité parfois d'identifier la maladie dans un stade précoce au moyen des changements, des altérations au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des ongles par exemple. Comme je l'ai montré dans la diapo précédente, lorsqu'il y a des cicatrices dans la peau des organes internes, alors là oui on a des problèmes, et j'attire votre attention sur le poumon ou la fibrose. Et les cicatrices, après, c'est impossible de renverser cette situation, et c'est très important dans la forme dont on va traiter la maladie. Et si l'on pense à ces processus, à l'interaction avec ces processus, et c'est un thème que j'ai soulevé hier dans ma présentation, il faut être très malchanceux pour développer une maladie, une sclérose systémique, parce que c'est une maladie rare, et il faut qu'il y ait quelque chose qui va dans ce sens. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui provoque cela. Par exemple, il y a des malades où il y a eu une tumeur, où il y a eu où ils étaient face à des éléments externes, et qui mènent à la progression vers la maladie, qui détermine ce qui va se passer à long terme. Et c'est là qui est le défi, et on peut prévoir les complications qui peuvent se développer au niveau systémique de la maladie. Ici, vous pouvez voir des images cliniques qui nous montrent des choses qui ne sont pas très bien comprises par les professionnels de la médecine parfois, mais qui sont très bien comprises par vous. Le fardeau des complications internes et externes de la sclérodermie, on va entendre beaucoup parler de certains des aspects en rapport avec l'intestin, la nutrition, de la maladie un peu plus tard ce matin. Mais l'une des choses que l'on a apprises dans notre centre avec plus de 1000 malades de sclérodermie, il faut être très vigilant au niveau, lorsqu'on parle de cette maladie, il faut chercher ces problèmes régulièrement, même s'ils n'y sont pas. Il faut faire attention à ces patients, à ces malades qui, au niveau du cœur, du poumon, des reins. Et lorsqu'on fait cela, on traite ces malades depuis de longues années, on cherche d'une façon proactive les problèmes. On a eu on a eu de meilleurs résultats parce qu'on a détecté les problèmes d'une façon précoce, et on les traite donc d'une façon précoce. Une autre chose importante, c'est qu'on a une véritable connaissance des phases où la maladie peut devenir compliquée, parce qu'on sait quand est-ce qu'un malade peut avoir des problèmes rénaux, des problèmes au niveau néphrologique, pulmonaire, du cœur également. Par exemple, au niveau de l'hypertension pulmonaire, ici, vous pouvez voir, il faut toujours être alerte, il faut toujours faire attention. C'est une chose qui peut survenir à n'importe quel moment avec un malade ayant la sclérodermie systémique. Parce que c'est une complication qui peut être traitée. Donc le professeur Matzko, en sa présentation hier soir, nous disait que l'on peut commencer à prévenir ce qui peut se passer au niveau des analyses sanguines, par exemple. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais je veux vous montrer comme c'est important d'être évalué dans un centre spécialisé, d'être traité dans un centre spécialisé. Parce que presque tous les malades, comme on l'a entendu hier, font une analyse spécifique, une analyse sanguine, une analyse de sang spécifique, qui leur dit qu'ils ont la sclérodermie ou la sclérose systémique. Mais il y a différents anticorps qui nous donnent un modèle lorsqu'on met les cellules en laboratoire. Il y a des modèles intéressants de points, que
que l'on voit dans le laboratoire lorsqu'on teste les anticorps. Mais ce qui est très important, c'est que ces différents anticorps sont associés à différentes complications de la maladie. Il y a un anticorps qui va vous dire que vous avez un risque assez élevé de problèmes rénaux, néphrologiques, d'hypertension pulmonaire, etc. Donc, il faut essayer de faire ces analyses dans une phase précoce pour savoir où est-ce qu'on doit faire attention au niveau du suivi du malade. Et l'une des façons d'essayer de prévoir l'avenir dans ces tests d'anticorps, une autre forme est d'essayer de prévoir ce qui peut se passer à l'avenir ou ce qui se passe à l'intérieur, au niveau interne, c'est de regarder la peau au niveau de la sclérodermie d'une façon routinière, évaluer la dimension et la gravité de l'épaississement de la peau en utilisant ce que l'on appelle la skin score. Donc c'est quelque chose de très important, c'est une façon de définir l'extension de la sclérodermie, mais on sait que cela est en rapport avec les altérations dans d'autres endroits de la maladie. Si l'on regarde les malades de sclérodermie, et ici vous avez un graphique qui est très compliqué, et c'est fait exprès, qui nous montre les altérations au niveau de la peau des malades. On a traité plus de 200 malades dans notre unité de sclérodermie, mais si l'on utilise la mathématique pour résumer ces altérations, on peut voir que dans la plupart des malades, il y a une amélioration graduelle de la peau au long du développement de la maladie. Et ce que l'on peut faire, c'est d'identifier différentes catégories de malades en fonction de la façon dont le skin score change. C'est pas une prévention, c'est pas une question de prévoir l'avenir pour voir comment évolue la sclérodermie pour savoir s'il y a des risques ou pas de complications, mais l'une des choses les plus importantes pour ces malades qui ont une sclérodermie plus légère, que l'on peut traiter dans une phase plus précoce pour contrôler la maladie, ont une moindre fréquence de problèmes graves au niveau interne. C'est l'un des éléments moteurs qui nous mène à trouver de meilleurs traitements pour la peau au niveau de la sclérodermie, parce que si l'on arrive à améliorer la peau du point de vue extérieur, il est fort probable que l'on arrive à améliorer les organes internes et amoindrir les risques de complications graves. Le groupe Eustar a développé des travaux très importants pour essayer de progresser dans ce domaine, non seulement en regardant le passé, en se tournant vers le passé, mais surtout en se tournant vers l'avenir et voir quels sont les patients les malades qui peuvent avoir des complications au niveau de la maladie à l'avenir. Mais une fois de plus, il est très important d'identifier les malades d'une façon la plus précoce possible pour pouvoir administrer un traitement adéquat. Et ce genre d'analyse, ce type d'analyse est très utile pour traiter, pour mettre en marche le traitement et les essais cliniques sont importants parce que lorsqu'on traite les malades, et je le dis toujours, et heureusement à mes malades, qu'il existe des traitements. Et on a des traitements parce que les essais cliniques ont été réalisés, parce qu'on a des évidences qui nous permettent d'utiliser ces traitements. Les systèmes de santé actuels limitent l'utilisation de médicaments basés sur l'évidence. Et cela est lié au coût des soins, mais pour éviter de causer des dommages accrus aux malades. Et Eustar est en train de développer des recommandations qui sont en train d'être utilisées dans toute l'Europe pour traiter les malades de sclérodermie et qui nous disent comment traiter les différentes complications de la maladie. Et c'est quelque chose que l'on connaissait, que l'on connaît maintenant, que l'on ne connaissait pas auparavant. Et maintenant, on a des traitements pour la peau, au niveau de la sclérodermie diffuse, par exemple. On peut traiter nos malades avec différents médicaments comme la cyclophosphamide qui sont des traitements modèles pour la sclérodermie. Et pour essayer d'améliorer nos résultats, l'un des défis que nous avons, c'est de savoir quel est le meilleur traitement pour nos malades. Et on essaie de le savoir au moyen de différentes études d'observation. On regarde les malades qui sont traités d'une façon différente et on essaie de comprendre quels sont les traitements les plus efficaces ou non. J'aimerais juste souligner le travail de Madame Harian à Manchester qui a mené une étude très importante, les os, au niveau européen, qui a analysé dans différents malades dans toute l'Europe
et qui essaie de répondre à la question quel est le traitement le plus efficace en fonction des malades. Mais on se trouve dans une situation où même si on en a des traitements que l'on peut utiliser, on est confiant de leur utilité, il ne s'agit pas des traitements que l'on aimerait avoir, parce qu'ils ne vont pas transformer radicalement ou guérir la maladie. Et on en revient à la question que l'une des choses que l'on doit faire, c'est d'essayer de comprendre le processus de la maladie dans la sclérodermie pour pouvoir attaquer les problèmes qui surviennent dans la maladie d'une façon plus précise. Je vous ai montré comment les systèmes immunitaires, les vaisseaux sanguins, les tissus conjonctifs, le tissu cicatricial peuvent interagir tout au long de la maladie, mais ce que l'on essaie de comprendre au niveau de la recherche scientifique, c'est quelles sont les voies qui portent préjudice aux cellules qui sont impliquées dans tout ce processus. Et cela nous permet d'utiliser la biologie moderne pour développer des formes plus adéquates de traitement de la sclérodermie. Cette diapo est confuse et c'est fait exprès. Cela nous permet d'avoir confiance en l'avenir. Il nous montre tous les traitements qui sont en train d'être en essai dans le traitement de la sclérodermie. Ce que j'aimerais souligner, c'est que contrairement à une certaine pharmacopée utilisée à un certain moment qui ont un rayon d'action assez vaste, ici on a des thérapeutiques qui peuvent attaquer un aspect spécifique de la maladie, les vaisseaux sanguins, l'inflammation et la fibrose, qui est la partie la plus compliquée de la sclérodermie. Ce tableau ici a différentes couleurs, c'est fait exprès, et en rouge on a des médicaments qui sont testés déjà au niveau de la sclérodermie, comme l'hypertension pulmonaire. C'est un ensemble très encourageant de médicaments qui sont en train d'être soumis à des essais cliniques pour pouvoir savoir si l'on peut les utiliser dans la sclérodermie ou pas. Il y a d'autres médicaments comme le rituximab qui est déjà en train d'être administré, et on a d'autres voies qui sont ouvertes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'essais cliniques actuellement, et on teste, il y a pour voir si c'est une avancée, s'il s'agit d'une avancée significative au niveau du traitement actuel. On recrute actuellement pour un médicament qui est utilisé au niveau de l'hypertension pulmonaire, et on espère qu'il ait des effets au niveau des problèmes de la peau. Il y a des essais qui sont en train d'essayer d'analyser la réponse immunitaire. Il y a des médicaments qui sont très intéressants pour les malades atteints de sclérodermie. L'I337, c'est un médicament très très intéressant, antifibrotique, qui se trouve dans la phase de recrutement actif. Comme vous pouvez le voir, il y a un ensemble d'études en cours. Pour revenir aux questions du début, je n'ai pas répondu, mais on peut comprendre dans certains malades quelle est la cause de la sclérodermie et comment cette maladie progresse et se développe. Et on analyse l'avenir de nos malades au niveau des analyses de sang, et on voit ce qui se passe à l'extérieur également, et on fait un suivi des malades pour voir quelle est l'évolution. Je vous ai montré le meilleur traitement au niveau des maladies de la peau. C'est un traitement dans lequel on a confiance, sur lequel on a confiance, mais on est en train de développer des nouveaux traitements, de meilleurs traitements, et on peut identifier un meilleur traitement lorsque nous sommes face à un nouveau traitement. Donc, en ce qui concerne les succès et les insuccès récents, j'aimerais terminer ma présentation avec une analyse très rapide. Ici, on peut voir que c'est une maladie dévastatrice, mais on voit qu'on peut aider au niveau des crises néphrologiques, des problèmes de l'ésophage, des intestins, le phénomène rénaux. On peut traiter l'hypertension pulmonaire, les ulcères digitales, les hystères, au niveau de la derme également.
Mais il y a également des défis que l'on n'arrive pas à dépasser, qui sont importants pour une assistance de médecin et pas autant pour les médecins. Mais on n'a pas encore de bons traitements pour les complications cardiaques, par exemple, et pour beaucoup d'aspects de la maladie intestinale. La calcinose, par exemple, c'est un aspect qui est négligé, par exemple, la douleur sévère, les limitations physiques, l'impact de la maladie au niveau psychologique, par exemple émotionnel, et l'impact également au niveau du fonctionnement sexuel. Donc il y a beaucoup de travail à développer encore, et même lorsque l'on attaque la morbidité, les causes de mort au niveau de la sclérodermie, il faut aborder également le problème de la vie avec cette maladie. Et j'aimerais remercier à nos malades au Royal Free. On traite beaucoup de malades, certains d'entre eux sont ici, et ici également. Il s'agit d'une maladie qui a besoin d'une équipe spécifique pour la prendre en charge. On doit faire de la recherche, on a développé de la recherche. Il y a des organisations de malades très actives qui se sont réunies et qui vont bientôt on va avoir une organisation conjointe active, la SR UK, qui va être un pas très important pour nous. On a un bon réseau de médecins qui nous aident et une grande collaboration au niveau international. Je termine ici, je peux répondre à vos questions si vous le désirez. Merci beaucoup. So do you want to take questions later, or okay, yes, of course. So in which case we'll move on to the next. Nous passons donc à la prochaine présentation. Nous passons donc à la session principale de ce matin. Donc, comment gérer mes problèmes digestifs? Il s'agit d'un domaine avec beaucoup d'enjeux en ce qui concerne cette maladie. Nous avons des orateurs qui sont des professionnels de la santé, mais d'autres qui sont des malades. D'abord, nous avons le professeur John Clark, qui travaille au centre de l'université Johns Hopkins, un grand centre où beaucoup d'études ont lieu, et il a une vaste expérience en ce qui concerne l'appareil digestif. Merci. Je voudrais d'abord commencer par remercier l'invitation qui m'a été adressée de pouvoir être ici aujourd'hui. Il s'agit d'un grand honneur pour moi. Au long de 25 minutes, je vous parlerai des questions liées à l'appareil digestif. Il s'agit du plus grand système, du plus grand organe, outre la peau. Et en ce qui concerne la sclérodermie, environ 90% des malades présentent certains problèmes, surtout en ce qui concerne l'œsophage. Si nous analysons les études et les différents essais, nous pouvons constater que 94% des malades ont des altérations graves en termes d'appareil digestif. Il est très important de savoir qu'au long de ce système et de la maladie, il y aura des altérations au niveau de l'estomac, de l'œsophage, de l'intestin grêle jusqu'au foie. En analysant la partie pathologique, en effet, il est très peu clair de ce qui se passe en ce moment. Nous ne savons pas encore en ce moment pourquoi cela arrive. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des atrophies liées aux muscles, donc des atrophies musculaires.
et tout le système n'a plus de capacité de contraction et donc il n'arrive plus à bien fonctionner. Il y a d'autres études qui montrent qu'il y a un épaississement de ces organes, du moins dans certaines zones, et certains malades qui peuvent avoir des atrophies. Néanmoins, il faut analyser les choses au cas par cas. Il y a également une atteinte de la partie vasculaire, mais également d'autres zones de notre organisme. Mais parlons maintenant des différents symptômes. Il y a, si on améliore notre qualité de vie, ainsi que certains traitements, on peut voir qu'il y a des améliorations. Et il y a certains points importants, essentiels. Nous avons les dysphagies de la bouche qui ne permettent pas que le patient, le malade, ouvre bien la bouche. Il y a une réduction de la salive, ce qui peut provoquer des problèmes, surtout lorsqu'on fait la déglutition des aliments et lorsque ces aliments entrent dans l'appareil digestif. Ceci, on peut le constater chez 20% des malades. En ce qui concerne l'œsophage, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une réduction des mouvements péristaltiques et que ceci n'est pas suffisant pour que les aliments passent bien par le système digestif et donc il y a une certaine faiblesse de l'œsophage. D'autre part, il y a un reflux chez 90% des malades, ce qui nous montre une vaste gamme de gravité, mais ce qui va se refléter également sur la déglutition. D'autre part, et en analysant toutes les conséquences de ces symptômes, il faut essayer de réduire les complications qui peuvent en advenir. Nous craignons toujours que ces patients puissent être atteints au niveau des poumons et cette dysfonction au niveau de l'œsophage n'est pas directement liée aux poumons. Et donc nous ne savons pas très bien si le reflux induit une inflammation des poumons ou s'il s'agit de deux faits complètement différents. Néanmoins, lorsque l'œsophage est atteint, normalement, il y a également des problèmes au niveau des poumons. D'autre part, il y a également la possibilité du cancer de l'œsophage ou du cancer de Barrett, comme il est également appelé. Nous avons déjà eu différents cas chez différents malades. Le Barrett peut provoquer des cancers plus graves, mais la prévalence continue à être assez faible. J'ai déjà eu différents malades qui avaient la maladie de Barrett, mais aucune de ces maladies n'a provoqué le cancer de l'œsophage. Donc ces données peuvent nous animer, même s'il s'agit d'une possibilité. Le reflux, donc cette question de reflux peut être résolue par le biais de certains médicaments qui aident à gérer ces symptômes. Environ 12% des malades ont ce genre de problème, mais nous pouvons donner une réponse rapide par le biais de ces traitements et de ces médicaments, surtout si nous choisissons les bons médicaments. Nous avons ici une liste assez vaste, mais il y a deux aspects qui, à mon avis, sont les plus importants. D'une part,
il faut améliorer les fonctions de l'organisme par le biais du contrôle par le biais de l'alimentation, mais il faut également ajuster la gravité. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Par exemple, si on se trouve sur une position un peu plus élevée, et nous allons améliorer le processus de digestion de notre organisme. En ce qui concerne les mesures liées à l'alimentation, je ne recommande pas que vous éliminiez tout ce qui se trouve sur cette liste parce que ce n'est pas pratique, mais il y a certains aliments que nous pouvons éviter. Et si chaque malade essaye de réduire certains ou d'éliminer certains de ces aliments, ils peuvent voir s'ils arrivent à améliorer leurs conditions. Ensuite, il faut analyser la thérapeutique ou le traitement et les différents médicaments disponibles. Les premiers, ce sont les antiacides, les médicaments antiacides qui agissent rapidement en quelques secondes. Ils sont assez bon marché, accessibles et ils contrôlent les acides qui sont produits. Donc, un effet assez rapide, mais à durée limitée. Ensuite, nous avons les bloqueurs de l'histamine 2 qui agissent en 20 minutes avec une durée de 4 à 6 heures d'effet et qui sont bien plus efficaces que les antiacides. Mais il y a ici des questions de tolérance. Si vous le prenez 3 à 4 fois par jour, après une semaine, vous y êtes déjà habitué, après il ne fonctionne pas aussi bien. Mais si vous les prenez 1 ou 2 fois par semaine, ils fonctionnent assez bien. Les PPI sont des médicaments assez efficaces qui vont inhiber la pompe à protons, mais ils sont assez chers. Leur effet peut être positif, mais il y a des soucis en ce qui concerne l'augmentation des infections, mais également en ce qui concerne une utilisation dans le temps. Il semble qu'il y ait un effet mémoire. Ainsi, il faut analyser le coût-bénéfice, donc ce rapport coût-bénéfice de ces médicaments qui peuvent en effet être très chers. Toutefois, il n'y a pas d'études qui nous permettent d'arriver à des conclusions en ce qui concerne la causalité entre ces différents aspects. Mais nous avons quand même davantage de connaissances. Et il y a eu des avancées en cette matière. Nous avons également des médicaments de deuxième ligne. Le médicament buspirone est un antidépresseur qui fonctionne sur les inhibiteurs de la sérotonine et qui permet de réduire le reflux chez la plupart des malades. De toute façon, il y a des contre-indications. Il semble qu'il augmente la pression sur les sphincters et il y a des études liées à la sclérodermie qui peuvent avoir de bons résultats à l'avenir. Baclofen est un autre médicament qui semble augmenter la pression sur l'œsophage et donc il faut tenir compte de cela. Si on continue, si les symptômes continuent présents malgré toutes ces mesures de précaution, nous pouvons également faire quelques tests diagnostiques, quelques examens complémentaires pour voir s'il y a également une atteinte de l'œsophage.
Ceci pourra être fait par le biais de différentes méthodes et donc il faut essayer de quantifier le reflux qui existe encore. Ce sont des tests de ce genre. C'est moi-même qui faisais un de ces tests. Ces tests ne sont pas très agréables, mais ils nous permettent, par le biais de la manométrie de l'œsophage, faire la collecte de quelques données concernant notre œsophage. Et nous pouvons ainsi voir quelle est la pression qui est exercée sur l'œsophage. Ce test nous permet de mesurer avec précision le reflux en analysant la dimension réelle du problème, notamment le pH des acides qui se trouvent dans notre organisme. Et cela nous permet de faire une adaptation des thérapeutiques à chaque patient. L'atteinte gastrique est moins commune que l'atteinte de l'œsophage et il y a normalement une probabilité qui est inférieure à 50%. Nous n'avons toutefois pas d'études encore qui nous permettent de savoir quelle est la vraie réalité. Normalement, l'estomac prend plus de temps à se vider et donc il va porter préjudice à la digestion. Normalement, nous commençons par dire aux malades qu'il faut qu'ils mangent peu, fréquemment, en utilisant des aliments qui aient peu de graisse. Parce qu'en effet, la graisse semble être un facteur qui puisse faire en sorte qu'il y ait une digestion plus lente. Et donc, c'est l'un des conseils que nous donnons à nos malades. Un autre point est lié aux aliments qui ont peu de protéines, qui semblent également aider certains malades en termes digestifs. En ce qui concerne les médicaments utilisés, nous avons ici une liste assez vaste. Ce sont les médicaments plus importants. Nous avons de bons traitements, de bonnes thérapeutiques au niveau de l'œsophage, mais au niveau gastrique, les médicaments ne fonctionnent pas toujours très bien. Nous n'avons pas encore réussi à faire cette avancée. Le seul médicament qui est approuvé par la FDA, c'est Reglan. Les autres n'ont pas encore été approuvés par la FDA pour ce genre de traitement. Néanmoins, ces médicaments peuvent être associés à des tremblements, qui est un effet secondaire assez indésiré. L'érythromycine est très utilisée aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'études qui indiquent qu'il peut y avoir des problèmes cardiaques qui sont associés, surtout si nous parlons de la dompéridone, qui est très connue et utilisée. Nous ne savons pas très bien s'il y a en effet un effet de causalité, mais il faut continuer à faire des études sur cela. Si on continue à avoir des problèmes, il faut faire une endoscopie ou une scintigraphie gastrique pour voir ce qui se passe. Ce sont des examens, des tests qui sont assez chers, mais il faut continuer à le faire. En 2007, aux États-Unis et en 2009 en Europe, ce système du cachet intelligent qui permet de réaliser ce genre d'études en analysant
tout ce qui se passe au niveau de l'intestin. En avalant un petit cachet avec une caméra intégrée, nous pouvons vérifier ce qui se passe au sein de l'intestin. D'autre part, en Europe, depuis des décennies qu'on utilise déjà la spirométrie qui nous permet également de voir quel est le flux respiratoire. Mais on fait ce genre d'études, de tests beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. En termes de l'intestin grêle, ce qui se passe, c'est qui semble avoir une incidence sur 50% des malades. Et avec les mêmes mécanismes que nous avons vus tout à l'heure par rapport à l'œsophage, en ce qui concerne l'intestin grêle, il y a des zones qui sont plus touchées et ce que nous voyons, c'est qu'il y a une production excessive de gaz et également des problèmes d'augmentation de bactéries au sein de l'intestin grêle. Règle générale, nous pouvons dire que lorsque l'intestin grêle est atteint, il n'y a pas de la contraction de l'intestin grêle et donc ces bactéries ont de meilleures conditions pour se reproduire plus rapidement. D'autre part, il y a une réduction de l'absorption des aliments qui sont ingérés et en raison de ces bactéries, cela peut mener à des diarrhées graves ou à la pseudo-obstruction de l'intestin. Et évidemment, il faut modifier le style de vie, il faut éviter de consommer des aliments qui puissent en effet provoquer ces gaz ou mener à une mauvaise absorption. Donc, des aliments qui contiennent de la lactose, de la fructose, des oignons. D'autre part, il faut faire attention à l'ingestion des fibres parce que ces fibres peuvent produire plus de gaz. Il faut réduire les sucres et le sucre et la fructose parce que les bactéries ont ainsi de meilleures conditions pour continuer à se reproduire. En ce qui concerne les médicaments, les antibiotiques, et l'augmentation de la motilité sont très importants. Si nous pensons à un fleuve qui court plus rapidement, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un flux des substances qui doivent être éliminées. Il n'y a pas encore un consensus par rapport aux médicaments qui peuvent augmenter la motilité, mais normalement on utilise Reglan et la dompéridone. Normalement, il faut analyser la sécurité des médicaments et ces 5 médicaments que vous avez ici sur cette liste, en ce qui concerne les antibiotiques, semblent bien fonctionner, mais tout dépend des bactéries. J'ai déjà parlé de l'atteinte de la partie gastrique, mais il y a ici un médicament qui fonctionne assez bien en ce qui concerne l'intestin grêle, qui est l'octréotide d'ailleurs, qui aide aux contractions de l'intestin grêle et qui est normalement utilisé par le biais d'une injection le soir et qui permet ainsi d'augmenter les contractions de l'intestin grêle. C'est une substance qui doit être injectée, ce qui n'est pas très confortable pour le malade, mais on ne surcharge pas le système digestif par le biais de comprimés ou de cachets. Certains malades ont des problèmes digestifs et qui sont seulement liés à la partie finale de l'intestin grêle, mais qui engagent tout le système digestif. Il est important de réaliser des examens complémentaires pour voir quels sont les problèmes au niveau de l'intestin grêle. Passons maintenant aux hémorragies. Les hémorragies doivent avoir lieu
dans différentes zones. Nous avons ici l'estomac. Nous avons ces lignes rouges qui se trouvent au sein de l'estomac. Ce sont des vaisseaux sanguins qui ont subi des dommages. En ce qui concerne la thérapie, le plus important, c'est de faire des suppléments de fer. Et nous avons 95% des malades qui ont constaté des améliorations. L'objectif principal consiste précisément à récupérer ces vaisseaux sanguins, mais normalement, il faut 2 à 3 séances de thérapie pour pouvoir résoudre ce problème de l'estomac, de pastèque. Au niveau du côlon, nous avons la diarrhée ou alors la constipation. Beaucoup de malades se plaignent de ce genre de problème, notamment de l'incontinence fécale. La constipation est plutôt liée au problème déjà décrit de la motilité. C'est l'un des symptômes les plus importants qu'il faut traiter au niveau de la sclérodermie. Il y a beaucoup de difficultés en ce qui concerne ceci parce qu'il faut améliorer les choses et pas les rendre encore pires. Et donc là, il faut introduire un régime pour améliorer le système digestif. Nous avons ici quelques idées qui peuvent nous aider à aider le traitement de la constipation, telles que la réduction de fibres dans les aliments que nous consommons, l'utilisation de l'accent osmotique qui permettent un meilleur flux, et il y a d'autres médicaments qui peuvent traiter ces problèmes. L'incontinence fécale, quelques changements au niveau du style de vie peuvent aider, mais il faut surtout faire un traitement médical pour que cela puisse aider à améliorer le système digestif. Nous avons eu de bons résultats en utilisant une physiothérapie, une kinésithérapie adaptée par le biais du biofeedback. Et en effet, ça vaut la peine d'analyser ces différentes possibilités. Il y a différents tests diagnostiques qui nous permettent d'évaluer ces différentes questions et comment on peut améliorer le fonctionnement de notre appareil digestif et de notre système digestif. En bref, les points clés sont donc que la sclérodermie touche et atteint l'appareil digestif dans la plupart des cas. Le traitement doit être centré sur la minimisation du reflux, améliorer la motilité, réduire les complications, éviter l'augmentation des bactéries afin d'éviter les infections et optimiser l'alimentation, la nutrition. D'autre part, nous avons la kinésithérapie qui peut aider dans beaucoup de situations. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons encore un long chemin devant nous. Nous avons déjà beaucoup d'études concernant nos malades pour vérifier certaines pathologies, mais il y a encore beaucoup de faits contradictoires et il faut faire des expériences. Il n'est pas suffisant de traiter les symptômes. Il faut essayer de travailler en termes de prévention. Et je termine en remerciant mes collègues du Centre de sclérodermie de l'Université de Hopkins qui collaborent avec moi. Merci. Thank you very much. So, Merci beaucoup. Je demande à John de nous rejoindre ici. À la fin de la séance, on aura des questions parce que je pense qu'elles vont se superposer. Mais c'était important de voir les défis que l'on peut avoir au niveau digestif.
Maintenant, nous avons une spécialiste locale, Alexandra Cardoso, qui est professeure de nutrition au niveau des maladies rhumatismales en sciences de la santé, ici à Lisbonne. Et elle est spécialisée en nutrition, en maladies chroniques et notamment la sclérodermie systémique. Bonjour à tous, j'aimerais remercier FESCA au nom et à Madame Anna Torao pour l'invitation qu'elle m'a dirigée pour pouvoir être ici aujourd'hui. La sclérose systémique est une maladie des tissus conjonctifs qui peut affecter plusieurs organes comme la peau, le système, l'appareil digestif, les poumons et le cœur. Et les manifestations gastro-intestinales peuvent influencer l'état de nutrition des malades et surtout leur qualité de vie. C'est le résultat de la fibrose qui est caractéristique de la sclérose systémique et qui peut porter atteinte à la motilité, à la digestion et à l'absorption des nutriments. L'implication on peut avoir ici une motilité assez significative en fonction des nutriments. Il y a plusieurs la mauvaise absorption, la perte de poids et dans certains cas la malnutrition sévère. Ces malades ont un risque de malnutrition sévère et il y a donc un plus grand risque de mortalité. Et donc la nutrition est obligatoire pour tous les malades de sclérose systémique. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au développement du déclin nutritionnel, par exemple les perturbations de l'humeur. Les malades peuvent souffrir de dépression, 69%, jusqu'à 69% des cas, et d'anxiété également. Et ces perturbations de l'humeur peuvent changer, peuvent altérer l'appétit ou la motivation à des tâches nutritionnelles comme faire des achats ou la préparation des déjeuners, des dîners, etc. Donc également des problèmes fonctionnels, les maladies des mains, la myalgie, l'incapacité globale qui peuvent avoir un impact global au niveau de la préparation, par exemple, des repas, etc. Il y a d'autres facteurs qui peuvent toucher l'état nutritionnel, par exemple les manifestations gastro-intestinales qui peuvent mener à une ingestion inadéquate et à la mauvaise absorption des nutriments dans tout le système. Et qui mène à la malnutrition du malade. Il y a également des complications cardiovasculaires et pulmonaires, l'inflammation, l'anorexie et également des problèmes intestinaux associés à la malnutrition. Les systèmes gastro-intestinaux peuvent porter atteinte il peut y avoir les manifestations de sclérose systémique peuvent affecter tout notre système digestif et causer différents symptômes comme des douleurs, des nausées, des difficultés au niveau de la mastication, de la dysphagie, de la flatulence, de la diarrhée, de l'obstination, de l'incontinence fécale et dans certains cas une perte significative de poids. L'intervention nutritionnelle devra inclure d'un côté un conseil au niveau diététique, au niveau des symptômes qui peuvent avoir lieu et également les comorbidités qui peuvent être présentes au niveau du patient. L'intervention nutritionnelle peut également être faite au moyen d'un soutien artificiel. Les principaux problèmes cliniques sont l'atrophie musculaire, gastro-intestinale, la fibrose de la paroi de l'intestin et les manifestations digestives les plus communes sont la dysphagie et le reflux gastro-œsophagien. En ce qui concerne la dysphagie, elle peut être oropharyngienne qui mène à une incapacité de lubrification de l'alimentation de la bouche à l'œsophage et cela peut augmenter la difficulté de mâcher. Lorsque la dysphagie attaque l'œsophage, il y a une difficulté dans la déglutition en raison d'une perturbation
moteurs sensitives, et cela a lieu dans les 2/3 inférieurs de l'ésophage, menant à une perte profonde d'action péristaltique, et donc les aliments ont une certaine difficulté à parcourir l'œsophage. Elle peut également causer d'autres maladies. Les fistules, par exemple, l'ésophage de Barrett, qui peut se transformer en néoplasie. Donc, quelles sont les interventions diététiques dans le cas de la dysphagie? Les malades doivent manger, mâcher lentement des petites quantités d'aliments. Ils doivent boire beaucoup de liquide également pour aider à mâcher et à déglutir et à avaler. Les malades doivent ingérer des aliments mous qui puissent être avalés d'une façon plus facile. On peut utiliser d'autres aliments comme le lait, le yaourt, les puddings, les mousses, pour aider au moyen de leur texture à avaler, dans le cas de certains aliments. Les aliments secs doivent être évités parce qu'ils peuvent se coller aux parois de l'ésophage. Dans le cas du reflux gastro-œsophagique et la regurgitation du contenu gastrique en raison de la perte de la pression du sphincter œsophagien inférieur, et dans ces cas, les malades doivent boire beaucoup de liquide, des repas fréquents et en petite quantité, et ils doivent utiliser une façon de confection très simple. Les aliments doivent être des aliments grillés, par exemple, cuits à la vapeur, éviter l'utilisation de graisse dans la confection des aliments. Certains aliments doivent être évités, ce sont les aliments agressifs pour l'appareil digestif, l'alcool, le café, le chocolat, etc. Mais cela dépend des malades et des tolérances qu'ils ont ou pas. En ce qui concerne la sténose, lorsqu'il y a une difficulté à avaler, lorsqu'il y a une douleur lorsque l'on mange et une possible régurgitation des aliments qui n'ont pas été digérés, dans ce cas, on recommande que les aliments soient rendus liquides ou la préparation de repas commerciaux adaptés à ces cas. Dans certains cas, la nutrition parentérique. Ces malades qui ont un étroit, dont l'ésophage est plus étroit, ils doivent éviter les aliments secs et qui se collent aux parois et préférer des aliments plus mous. Dans le cas de la gastroparésis, il y a donc au niveau il ne doit pas y avoir d'obstruction mécanique. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut recommander une mastication correcte, lente, une diète fractionnée tout au long de la journée, avec en petite quantité, comme je l'ai dit, des aliments avec une consistance molle ou liquide, et la gestion liquide pendant les repas et tout au long de la journée pour hydrater le système gastro-intestinal et faire de la marche à pied après les repas pour aider dans ensuite la digestion. L'alcool doit être très limité, et lorsqu'il y a une application de l'intestin, qui peut être au niveau de l'intestin grêle ou du gros intestin, la dysmotilité implique la mobilisation du contenu et peut promouvoir la croissance de bactéries au niveau de l'intestin, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, et menant par conséquent à la diarrhée. Lorsqu'il y a une mauvaise absorption des nutriments ou une pseudo-obstruction comme l'obstipation, cela peut mener à des cas graves de malnutrition. Si les malades ont une perte de réponse, donc ne répondent plus aux antibiotiques, on doit pondérer la nutrition
artificielle. Lorsqu'il y a obstipation, la première réaction, c'est l'utilisation de laxatifs et de fibres diététiques solubles. Il faut éviter des hydrates de carbone non absorbés comme la lactulose, etc., le sorbitol. Dans le cas de la diarrhée, la première approche est une diète avec une basse teneur en fibres. Donc, tout cela peut diminuer la fermentation intestinale et améliorer les symptômes, et donc éviter les symptômes. Lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la lactose, il faut l'éviter tout simplement. Il faut qu'il y ait une intervention précoce avec une équipe multidisciplinaire. C'est très important pour les malades et l'intervention nutritionnelle est donc urgente. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir de la nutrition des malades de sclérose systémique? Il y a une amélioration au niveau des probiotiques pour les complications gastro-intestinales, la thérapie antioxydante en ce qui concerne le stress oxydatif peut également être utilisée, ralentir la progression de la maladie et à aider au niveau des traitements, mais on a besoin de plus d'études. La recherche de la sensibilité au gluten et le diagnostic de la maladie cœliaque peut être essentiel pour avoir une bonne réponse au traitement, surtout pour les malades qui ont une mauvaise qualité de vie. Donc faire une évaluation de l'état nutritionnel de tous les malades. La nutrition, la thérapeutique de nutrition médicale peut améliorer également les symptômes et il faut faire une mesure de la vitamine D. Donc il y a un niveau de vitamine D très réduit au niveau de ces malades. Donc le diagnostic de la mauvaise absorption de la fructose peut améliorer les symptômes gastro-intestinaux. C'est un aspect qui est également en train d'être étudié. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Merci beaucoup. Thank you very much. So I'll hand over to Anna. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Anna. Merci pour cette présentation si intéressante. Merci pour cette présentation. Je voudrais également vous dire que nous sommes en train d'enregistrer cette conférence et donc vous aurez cet enregistrement disponible qui sera sur le site web de AFESCA. Je voudrais vous présenter Anna Vej, qui vient de la Hongrie, qui est un membre récent d'AFESCA, et nous voulons toujours avoir l'expérience des malades. Donc, nous souhaitons la bienvenue à Anna. Merci pour cette invitation. Il est en effet très intéressant de pouvoir vous parler de ceci. Je voudrais vous dire comment faire face aux problèmes de l'intestin et aux problèmes digestifs. Qu'est-ce qui provoque ces problèmes digestifs? Selon mon expérience, cela dépend des personnes et donc il faut l'analyser toujours au cas par cas. Après certaines expériences, je me suis aperçue que les effets des habitudes alimentaires peuvent avoir. Et j'ai réussi à comprendre quels sont les médicaments que je peux prendre et quels sont les médicaments qui ont des effets secondaires. Normalement, j'ai des problèmes lorsque je prends des aliments, j'avale des aliments avec du gluten et tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je suis d'accord, les aliments acides tels que la sauce tomate ou les jus de fruits, surtout avec des agrumes, peuvent provoquer des problèmes digestifs. Alors, comment devons-nous nous alimenter, disons? Il faut s'asseoir, prendre le petit
petit déjeuner, prendre un déjeuner et toujours manger de petites quantités d'aliments. Cela peut en effet nous aider. En général, les aliments qui ont plus de graisse vont ralentir le processus de la digestion. Mais étant donné que la graisse est importante pour notre alimentation, nous ne pouvons pas la mettre de côté. J'ai tout simplement réduit la quantité de graisse. J'ai également intégré des aliments probiotiques dans mon régime et je commence toujours ma journée avec un yaourt fait maison. Il faut beaucoup d'hydratation, mais il faut savoir ce que l'on boit. L'eau et les liquides sont essentiels pour une bonne santé et pour un fonctionnement normal de l'intestin. Selon mon expérience, il faut éviter le café, ou il faut réduire le café ou des boissons qui est du gaz et l'alcool également. Mais il y a des occasions où on n'arrive pas à l'éviter. J'ai certaines idées pratiques en ce qui concerne l'hygiène. Je lave toujours mes mains et parce que mon système immunitaire n'est pas suffisamment fort pour traiter les bactéries. Si j'ai une diarrhée qui provoque des douleurs, j'utilise j'utilise des serviettes, par exemple, qui peuvent améliorer cela. Mais préparons-nous maintenant pour les urgences digestives. Même si j'ai beaucoup de plans, parfois il y a des imprévus. Après certaines mauvaises expériences, j'ai toujours avec moi un petit sac avec certains produits, des médicaments, des médicaments à action rapide et des lingettes de voyage. C'est pourquoi parfois mon bagage ou mon sac à main est toujours très lourd, mais ainsi on est plus tranquille. Le stress est un problème également, donc il faut bien savoir et bien apprendre à gérer le stress, mais on n'arrive pas à éviter tout type de stress. Toutes les personnes doivent trouver une manière de gérer le stress. J'essaye toujours d'avoir de nouvelles activités qui me permettent de gérer le stress, telles que le yoga, la méditation ou par exemple, pour moi, une classe d'anglais est une bonne thérapie parce que mon professeur d'anglais est également un thérapeute. Vous n'êtes jamais tout seul et il faut faire entendre votre voix. Nous ne pouvons pas cacher nos problèmes digestifs. Il faut partager avec notre famille, nos amis et ceux qui nous soignent et qui nous prennent en charge. Il faut les aider à comprendre quand est-ce que nous avons des problèmes et quels sont les problèmes qui nous touchent. Moi, je suis une partenaire de mon médecin parce que je lui donne toujours un retour sur ma maladie et sur le traitement que je fais. Si le traitement ou le médicament ne fonctionne pas, j'essaye de lui en donner le retour et de l'en informer. Le sport et le sport. Un exercice régulier aide à ce que les aliments passent mieux par le système, l'appareil digestif. Et donc,
je vous conseille à trouver un sport que vous aimiez. Pour moi, c'est l'équitation et pilates. Sur la photo, vous voyez mon cheval préféré au milieu. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une amie qui est moniteur de pilates et donc ceci est important pour que nous ayons le bon poids, mais c'est surtout bon pour la digestion. Écoutez votre corps parce qu'il faut être à l'écoute du corps parce que le corps nous envoie constamment des messages. Ce n'est pas bon d'utiliser des règles ou des dogmes qui existent en ce qui concerne le régime et les tendances alimentaires. Il faut comprendre notre corps. Notre corps essaye de communiquer avec nous, de nous envoyer des messages. Et donc, il faut toujours être à l'écoute de notre corps. Donc, vous pouvez utiliser certaines idées de tout ce que je vous ai montré ici pour essayer d'équilibrer votre santé digestive et peut-être que cela pourra avoir un impact sur votre santé. Merci. Thank you very much, Anna. Merci beaucoup, Anna. Je vais vous présenter maintenant Ilaria Galetti, une autre malade qui nous vient d'Italie et qui est membre de la GILS, une organisation de malades, et qui va nous parler de son expérience. Et à la fin, nous aurons donc un espace pour les questions sur tout cette première séance. Bonjour à tous, je me présente rapidement, j'ai 43 ans, je viens de Milan et j'habite tout près de ce beau lac. Je partage ma vie avec mon mari et j'ai un chien fantastique qui se promène avec moi. Mais c'est vrai que j'ai une vie assez difficile malgré tout, mais j'ai quand même beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt parce qu'ils font partie de la thérapie que nous devons adopter en tant que malades. Lorsque j'avais 23 ans, on m'a diagnostiqué la sclérodermie, et également la sclérose systémique, et j'avais donc un phénomène de Raynaud, et donc au début j'avais une certaine fibrose pulmonaire et ensuite j'ai commencé à avoir des ulcères au niveau des pieds, mais également au niveau du coude. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Les problèmes du système digestif, de l'appareil digestif ont commencé à avoir lieu également, avec des reflux. Et j'ai commencé à utiliser différents médicaments pour contourner la motilité de mon intestin. L'un des principaux problèmes s'est manifesté plus tard, c'était la diarrhée. Au début, j'ai décidé de ne pas aller voir mon médecin, consulter, et parce que je pensais que toute seule, j'arrivais à gérer tous ces problèmes, parce que tout dépendait de mon alimentation. Mais ce n'était pas le cas. Je pouvais passer toute une journée à manger des pommes de terre à l'eau, et le jour suivant j'avais toujours des problèmes, et donc je suis allée consulter, et ensemble avec mon médecin on a fait des analyses qui n'étaient pas très agréables mais qui m'ont permis de vérifier des examens médicaux qui ont vérifié que ces problèmes étaient en rapport avec ma sclérodermie. Donc on a commencé à traiter la croissance, le développement des bactéries comme ça a été mentionné par le professeur Clark, et pendant 3 semaines j'ai commencé à prendre des probiotiques en plus des médicaments. Mais il a fallu que je commence également à faire attention aux effets secondaires, parce que
j'avais de la diarrhée lorsque je commençais à prendre à nouveau des médicaments. Et si ce problème continuait, il fallait identifier un autre médicament qui fonctionne mieux. Donc c'était un traitement d'essai, erreur, et pour pouvoir améliorer ma vie qui devenait de plus en plus difficile. J'ai décidé de répondre au questionnaire respiratoire de St. George, qui est un questionnaire, une enquête que vous connaissez tous, je pense, qui nous permet de vérifier quels sont les résultats. Et dans ce système de classification, de classement, nous pouvons utiliser mieux utiliser ce questionnaire St. George que l'autre questionnaire qui est également utilisé, qui est celui de l'UCLA. J'ai compris également que au niveau clinique, mes problèmes cardiaques et pulmonaires étaient plus importants, mais les problèmes intestinaux conditionnent beaucoup plus ma vie quotidienne. Et j'ai commencé donc à réfléchir là-dessus, et c'est très difficile de faire face à tous ces problèmes. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Marcher doucement parce que j'avais des problèmes respiratoires, ou marcher plus vite pour arriver plus vite aux toilettes? Et qu'est-ce qui était le plus intelligent? C'est arriver plus vite, mais je ne peux pas courir. Donc, c'est les problèmes de gestion de ce genre de problème au niveau des malades de sclérodermie. Un autre problème est lié également à l'environnement social au niveau des problèmes intestinaux. Aller à la piscine, par exemple, c'est un tabou. Et si je parle des problèmes cardiaques, pulmonaires, l'œsophage, les ulcères, il n'y a pas de problème. Mais si je parle avec mes amis des problèmes intestinaux, là, on a un hic. C'est embarrassant. Donc, c'était quelque chose qui m'inquiétait, et donc j'ai commencé à arriver à parler d'une façon honnête avec mon médecin sur ces problèmes. Ma mission dans la vie, je pensais de voyager et être tout le temps en vacances. J'adore prendre les transports, mais actuellement je pense que la meilleure solution, c'est de prendre ma voiture, parce que je peux m'arrêter à chaque fois que j'en ai besoin pour pouvoir, je peux avoir un plus grand degré d'indépendance. Lorsque je suis à la maison, la plupart du temps, pendant la nuit, je me réveille en raison des douleurs, et parce qu'il faut que j'évacue plusieurs fois pendant la nuit. Et le matin suivant, je suis un peu faible, et donc j'aime rester à la maison, dans mon canapé, avec mes chats et un bon livre. Mais la plupart du temps, il faut que j'aille travailler. Donc, lorsque l'on se réveille avec cette sensation de faiblesse, c'est pas parce qu'on est paresseux, mais parce que pendant la nuit, la sclérodermie ne dort pas. Elle continue à évoluer, elle continue à fonctionner, elle ne laisse pas notre organisme se reposer. Donc, si l'on ajoute toutes ces questions, le diagnostic lorsque j'étais jeune, les ulcères, le problème au niveau pulmonaire, intestinal, le résultat a été une dépression. À un certain moment dans ma vie, je suis tombée en pleine dépression, mais j'ai toujours dit que je mérite d'être heureuse, et je veux être heureuse. Et donc j'avais besoin de personnes qui m'aident à atteindre cette joie, ce bonheur. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la psychothérapie. Mon psychothérapeute savait exactement comment faire pour que je sois heureuse, me dire ce qu'il fallait faire. Et après 6 ans de psychothérapie, finalement, j'ai compris que la sclérodermie n'est plus un ennemi, c'est une partie très importante de ma vie. La sclérodermie a un rôle très défini dans ma vie, et je ne suis pas identifiée par ma maladie. Je suis Hilaria et je souffre de cette maladie, mais elle ne va pas influencer ma vie. Et donc, elle est à l'intérieur de mon être, de ma personne, et il faut que je fasse attention à cette maladie dans mon organisme, mais elle ne va pas me vaincre. Et donc, en travaillant conjointement avec mon psychothérapeute, avec mes médecins, on a trouvé une thérapeutique qui m'aide et
actuellement, je n'ai aucun problème à parler de ce qui se passe. Il ne pose pas de questions, je n'ai pas besoin de répondre à des questions qui ne me conviennent pas, et donc c'est quelque chose de normal dans notre vie. Je vis avec ce problème à l'intérieur de moi, c'est la sclérodermie, mais je regarde l'avenir. Et qu'est-ce que je vois dans l'avenir? En premier lieu, je suis une personne positive, très positive. Je pense que si mon attitude est une attitude positive, ma vie continue, mais d'une meilleure façon, et donc avec une perspective plus positive, et donc pouvoir faire face à mes problèmes de la meilleure façon possible. Donc j'ai foi en moi, je crois en moi, je crois également en la recherche, dans les médecins qui me prennent en charge, et je crois également en la FESCA. Et dans la dernière décennie, dans les 10 dernières années, elle a réussi à développer toutes les connaissances que j'avais au niveau de la sclérodermie, et je les remercie pour cela. Et jusqu'à la fin du mois, d'ailleurs le 29 février, on va organiser un grand événement sur cette maladie dans le cadre des journées rares. Néanmoins, la sclérodermie n'est pas considérée une maladie rare en Italie. Et donc, on n'a pas le même type de prise en charge que les autres malades de maladies rares. Donc il est important de travailler également au niveau de l'ERN, du réseau de référence européen, où l'on travaille en collaboration avec d'autres malades, et il faut continuer à analyser les questions en rapport avec la sclérodermie, et il faut continuer à nous soutenir les uns les autres, parce qu'ensemble on est plus forts. Merci. Do you want to bring another chair forward, or so I think we just have. Nous avons quelques minutes pour le débat, pour la discussion. Nous avons une excellente session. Nous avons eu la perspective, le point de vue des professionnels, mais également des malades. Première question. Intervention hors micro. So, yes, so, Donc la question est sur les thérapies antifibrose et à quel point on en est en ce qui concerne l'anti-TGF-bêta. Sur ma liste de thérapeutiques orientées vers la fibrose, il y en avait plusieurs. L'une était surtout orientée vers la TGF-bêta, qui est une protéine qui provoque la fibrose, mais qui est importante pour la croissance normale des tissus. L'enjeu est donc de bloquer la TGF-bêta, qui, d'une manière positive, sans effet secondaire. Il faut on a déjà fait 2 essais qui bloquaient la TGF-bêta avec des anticorps. Le premier essai était un bloquant très léger qui n'était pas très efficace, mais en ce moment nous en avons un qui est plus puissant, qui semble aider les malades, mais ce sont des études encore très précoces. La phase suivante sera de faire d'autres études et de le faire en sécurité. C'est l'une des approches qui seront certainement positives. Il y a eu une étude sur 15 malades et 8 ont reçu une dose plus élevée. Et ils ont eu d'assez bons résultats. Cette étude qui a été réalisée à l'Université de Boston a été publiée dans un magazine, dans une revue importante, et qui nous dit en effet que
il y a des points positifs, mais qui nous dit également qu'il y a des situations plus graves et dangereuses même. Donc c'est une situation à accompagner. D'autres questions? Je voudrais vous demander ce que vous savez des traitements biologiques. Castellano, is possible? Translate. See? It's possible. You translate for the people. Est-il possible de répéter? Pour moi, c'est difficile de parler en anglais. One of the questions is about L'une des questions concerne les transplantations et l'autre sur les traitements biologiques. Peut-être qu'on peut demander au docteur Clark qui nous parle de ces possibles traitements de la sclérodermie par le biais des transplantations. Et il y a en effet des améliorations chez 90% des malades. En ce moment, il y a des essais en cours aux États-Unis qui analysent ceci, mais je ne connais aucune étude qui analyse ce traitement pour la sclérodermie. Il y a un mécanisme possible qui est engagé et le microbiome est intégré, est impliqué dans le système, dans l'appareil digestif. Si nous traitons les bactéries, la réalisation d'une transplantation peut apporter des bénéfices à certains malades. En effet, il y a de bonnes perspectives, mais peut-être qu'il faudrait le soumettre à des essais, à d'autres essais. Une partie de nos enjeux gastro-intestinaux est qu'on ne peut faire que des cultures de 20% de bactéries qui existent et de voir quelle est la proportion des différentes bactéries est en ce moment assez difficile. Mais si on nous donne 10 ans, peut-être qu'on peut obtenir de bons résultats. Y avait-il d'autres questions? Je pense qu'il y avait une question sur les traitements biologiques, donc je vais y répondre rapidement. Les traitements biologiques, et l'autre question est si on modifie la flore intestinale, si on peut avoir des mesures comme les malades qui évitent le gluten, comme pour la maladie des cœliaques. C'est également une question importante. Le gluten peut en effet provoquer des symptômes chez 20% des personnes en général. Mais nous avons la maladie cœliaque seulement chez 0,8% de notre population. Mais 20% des personnes peuvent avoir plus de flatulences. Et je ne sais pas si le fait d'avoir une sclérodermie provoque davantage de problèmes en ayant une ingestion de gluten.
Il y a également des opinions qui disent que le gluten peut être quelque chose qui est fermenté et donc qu'il y a certains types de bactéries qui se développent davantage dans cet environnement. À mon avis, si j'ai un malade qui a de la flatulence, une distension abdominale, on peut faire une analyse liée au gluten pour voir s'il y a des améliorations. On a encore le temps pour 2 questions, 1 ou 2 questions. J'ai lu un article sur un nouveau traitement protégeant l'œsophage avec de l'acide hyaluronique. Quelle est votre expérience en ce qui concerne ce traitement, si vous l'avez bien sûr? Yeah, so I haven't heard of now that's with the esophagus or En ce qui concerne l'œsophage ou en ce qui concerne l'anus? Oui, en effet, il y a un médicament qui a été approuvé par FDA qui contient en effet cette substance. Le concept de ce médicament, c'est qu'il est injecté dans le sphincter et peut en effet diminuer l'incontinence sans toucher les fonctions digestives supérieures. Il n'a pas été analysé pour la sclérodermie, mais il y a eu 2 études qui ont montré de bons résultats en ce qui concerne l'incontinence fécale. Le plus important a été publié sur 4. Il semble fonctionner sur 40% des malades et il a une durée de quelques mois, mais aux États-Unis, chaque injection coûte $3,000 et il n'y a pas de couverture en termes d'assurance. C'est quelque chose de positif, mais il faut que ce soit plus bon marché pour qu'on puisse le distribuer à tout le monde. Les études qui ont été faites ont fait un accompagnement des malades au long de 6 mois. Et ces malades qui ont fait ce traitement ont eu besoin d'une nouvelle injection après 6 mois. Donc, jusqu'à ce que ce médicament soit plus bon marché, il faut qu'on ait plus d'études. Je pense que nous avons maintenant besoin d'une pause café. Demain, je vous parlerai des nouvelles thérapeutiques et des nouveaux médicaments. Donc, si vous avez des questions, je pourrai y répondre demain. Merci.